Et à la fin, c'est elle, la candidate. Marine Le Pen, condamnée par la Cour d'appel, mais déclarée éligible, a annoncé hier soir aux 20h de TF1 son pourvoi en cassation. Et elle part donc en campagne, dès aujourd'hui, dans la Sarthe, libre, puisque ces 15 mois fermes d'inéligibilité de première instance ont été purgés et que la peine d'1 an de prison ferme prononcée hier en appel est suspendue, elle, par son pourvoi en cassation. On va prendre le temps de comprendre tout ça. On va se demander tout ça jusqu'à quand? C'est l'une des questions. Sera-t-il temps en janvier ou en février de rebrancher en catastrophe le candidat Bardella? L'électorat RN va-t-il lui en vouloir ou la glorifier? Et pour commencer, que retenir de l'arrêt de la Cour d'appel d'hier? On en parle avec nos deux invités que je remercie d'être là. Le magistrat honoraire Éric Alphen, président d'honneur de l'association AC Anticorruption, et le sociologue au CNRS Étienne Ollion, co-auteur avec Michael Fossel de Une étrange victoire, l'extrême droite contre la politique, c'est au seuil. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Réaction générale peut-être pour commencer. Je commence par vous, Éric Alphen. Vous n'avez sans doute pas lu les 349 pages de l'arrêt cette nuit et on ne vous en veut pas. Votre première réaction en entendant la cour et l'arrêt de la Cour d'appel hier, ça a été quoi? Condamné ou éligible? Alors surtout, moi, quand j'ai entendu la décision, l'arrêt, j'ai tout de suite pensé que c'était une décision, sinon laxiste, du moins très indulgente. Parce que de quoi on parle? On parle quand même d'un parti qui s'est organisé pendant une dizaine d'années euh, pour détourner quand même la finalité des sommes qui étaient versées par le Parlement européen. Donc ça a duré des années, ça a coûté aux citoyens européens, c'est-à-dire à nous, plus de 3 millions d'euros. Et au final, il y a pas de prison ferme, puisque la peine prononcée sera exécutée uniquement avec un bracelet électronique. Il y a pas d'inéligibilité supérieure à ce qui aurait pu entraîner l'absence de candidature à l'élection présidentielle. Et donc, j'ai trouvé que c'était très indulgent. Moi, j'ai pensé à des gens qui détournent beaucoup moins et qui sont condamnés parfois à 2 ans ou 3 ans de prison. Et je me suis dit, finalement, il vaut mieux être politique que d'être citoyen ordinaire, comme on dit. Il y avait probablement que des coups à prendre et on va en parler chez les juges, mais juste tour de table, si je Oui, je puis suis dire. d'accord Étienne avec Ollion, vous Éric étiez... Alphen sur le fait que la peine est tempérée, c'est-à-dire que par rapport à la décision de première instance qui avait été un petit peu plus dure, c'est quand même un abaissement substantiel qui amène à une réalisation de peine finalement limitée. Si on se place dans une temporalité un petit peu plus longue, ce qu'on voit, c'est quand même la confirmation d'un mouvement qui apparaît depuis une trentaine d'années où les juges se permettent et s'autorisent, et je pense que c'est normal car c'est le droit, de s'introduire dans le champ politique. Jusqu'aux années 1990, c'était quelque chose qui était relativement impossible. L'élection valait immunité, le juge restait à l'extérieur, surtout sur des cas d'enrichissement personnel. Alors, on pourrait discuter des détails, mais c'était quand même principalement ça. Et ce qu'on a vu hier, c'est une cour quand même qui va aller dire qu'il n'est pas possible pour une candidate de faire campagne comme elle aurait souhaité le faire. Elle va peut-être, on va voir, pouvoir le faire. Il y a plein d'incertitudes et de points d'interrogation. Mais dans la grande histoire qui commence en 1790 et qui nous amène aujourd'hui, on voit quand même que on a cette bascule qui se fait, bascule qui voilà, a trait à toutes les lois sur le financement des partis politiques, la probité, la création des instances, des agences de contrôle de la vie politique, et dont on voit qu'une fois de plus, en fait, elle est confirmée. Donc on doit aussi voir ce déplacement-là. Éric Alphen? Alors justement, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un espèce de recul dans la décision de la Cour d'appel. Vous savez qu'il y avait eu le débat sur la légitimité des juges à se mêler du processus électoral. Et on disait, est-ce que les juges eux-mêmes, seuls, vont décider d'interdire à un candidat d'être candidat, C'est pour justement? ça que je disais qu'il y avait que des coups à prendre. Et finalement, Et est-ce qu'il n'y a pas une forme d'habileté dans alors, on peut appeler ça habileté, on peut appeler dans cet ça arrêt? recul, on peut appeler ça prudence. Moi, j'ai trouvé, honnêtement, que justement, alors qu'il y avait ce courant qui tendait à dire que les juges sont légitimes, parce que la loi leur donne quand même la possibilité, notamment, de prononcer l'inéligibilité, ils sont légitimes. Et donc, à partir du moment où il y a des manquements graves à la probité, ils peuvent eux-mêmes
empêcher quelqu'un d'être candidat. Et la Cour d'appel, elle a dit finalement l'inverse dans un de ses attendus. Elle a dit que finalement, c'est pas au juge d'empêcher à quelqu'un d'être candidat, ce qui pour moi montre quand même une certaine marche arrière, un Ouais, certain c'est recul. pour ça que moi je prononçais le mot d'habileté, c'est-à-dire ils lui disent on vous condamne, mais libre à vous, vous n'êtes pas éligible, inéligible plutôt, et libre à vous, si vous le voulez, Oui, mais d'aller ça veut dire candidater. aussi qu'on ne prend pas ses responsabilités, moi je trouve. L'habileté, oui, ça veut Mais dire c'est la qu'on... responsabilité du juge, parce que c'est ça le cœur de la question. Bah C'est oui, au juge c'est au juge de d'empêcher. dire il y a des manquements graves, et donc devant ces manquements graves, il n'est pas admissible que l'État accepte que ces personnes puissent être en position de poursuivre ces manquements. Et là-dessus, ils ont essayé d'aller à l'inverse de cette critique potentielle qu'ils encouraient, en disant c'est pas à nous de décider, c'est finalement la candidate elle-même qui va le faire. Mais moi, je trouve que ils n'ont pas pris suffisamment leurs responsabilités. Non, en effet, je suis d'accord avec Eric Alphen sur ce point. Dans l'arrêt de la Cour, que j'ai pas lu intégralement, mais que j'ai largement parcouru, il y a deux choses. Il y a la répétition de faits graves qui sont qualifiés comme tels à différents niveaux, sur la probité, sur aussi les transformations que ça a fait dans le champ politique français, parce que du coup, on a un parti qui avait plus d'argent pour faire campagne. Donc il y a toute une série d'attendus qui insistent sur la gravité de la peine, et en même temps, et je crois qu'on ne l'avait pas au premier tour, en première instance, il y a tout un tas d'arguments autour de l'éligibilité et du fait qu'il ne faut pas se substituer. Et ça, en effet, c'est un recul par rapport à ce mouvement qu'on voyait depuis des années, où les juges s'autorisent désormais, car c'est leur droit, car c'est même leur devoir, de venir régler certaines affaires qui ont trait au champ politique. Et par rapport à ce grand mouvement que je caractérisais précédemment, c'est ça qui est hier un petit peu mis en balance, puisqu'ils reviennent un tout petit peu sur une décision qui serait « laissons les électeurs décider », sachant que l'élection a toujours, pendant 2 siècles, été le mantra et la protection que revendiquaient les élus par rapport à des décisions de justice. Mais vous ne pensez pas que le reproche leur aurait été fait, s'il l'avait rendu inéligible, de la victimiser, de prendre le risque de victimiser le Rassemblement national et donc d'influer quand même sur l'élection d'une Oui, autre façon? Si, bien C'est sûr, là mais où je dis il n'y avait pas de bonne solution. Moi, je bien trouve qu'elle sûr, s'est mais on peut victimisée toujours quand même, hein. critiquer. Ouais. On Ouais. peut toujours critiquer. Une décision de justice sera toujours critiquée. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train de la discuter et que sur beaucoup de plateaux aujourd'hui, elle va être critiquée. Et donc, en fait, c'est une question de savoir comment juger. Est-ce qu'il faut... Oui, Je Eric voulais Alphen. juste revenir sur le courant de l'histoire juridique, en quelque sorte, puisque l'inéligibilité prononcée par des juges, c'est assez récent. Au départ, c'était facultatif. Il y a une loi donc de 2017 qui a dit, pour certaines infractions, notamment à la probité, c'est de droit, c'est-à-dire c'est quasiment automatique. Il faut à l'inverse motiver quand on ne l'applique pas. Et donc, toute cette histoire juridique tend justement à donner la responsabilité au juge d'interdire finalement à des gens peu scrupuleux de se présenter devant les électeurs. Et c'est pour ça que moi je suis très dubitatif devant l'arrêt d'hier qui, me semble-t-il, fait une sorte de stand-by là-dessus sur ce mouvement de l'histoire juridique et je trouve ça relativement inquiétant. Éric Alphen, vous qui avez instruit l'affaire des HLM de la mairie de Paris et du RPR à partir de 1994, qui avait subi beaucoup de pression, vous l'avez raconté, est-ce que vous excluez la présidente Michel Agy et ses deux assesseuses aient pu subir ce genre de pression? À quoi a pu ressembler cette période de 6 mois qui s'est écoulée entre la fin des audiences et le rendu de l'arrêt hier, d'après vous? Alors, c'est pas des pressions directes, etc., parce que ça ne se fait pas. En revanche, depuis les années des HLM de Paris, ce qui a changé, c'est les réseaux sociaux, c'est les chaînes d'information, c'est en permanence des gens qui avertissent, attention, faites attention, les juges, le pouvoir des juges, etc. Et personne, y compris les juges, ne peut être insensible à cette espèce Ça opère de bruit de fond jour après jour, ouais. qui finalement intègre les cerveaux et atteint ceux des juges qui se disent on ne peut pas effectivement aller au-devant de la critique. Donc voilà, c'est une espèce de pression larvée quotidienne. On en remet une couche après une autre couche, etc. Et du coup, à un moment donné, les juges se disent il faut qu'on fasse attention. Qu'est-ce qu'on va décider ?
Vous, c'était comment? C'était des écoutes téléphoniques sauvages? Alors moi, C'était c'était différent parce que c'était la phase de l'enquête, c'était pendant ouais. l'instruction et du coup, ça a été ce que j'ai appelé dans mon livre «7 ans de solitude» des coups tordus puisque j'ai été écouté téléphoniquement de façon officieuse, j'ai été suivi, j'ai été filoché. Après, on a fait, volontairement fuiter des secrets de l'instruction pour dire que c'était le juge d'instruction, c'est-à-dire moi, qui les avait fait fuiter. Enfin, il y a eu énormément et puis il faut pas oublier que moi j'instruisais contre le RPR et à l'époque, mon garde des Sceaux, si je puis dire, mon était l'ancien secrétaire général du RPR et mon ministre de l'Intérieur était un autre secrétaire général du RPR. Autrement dit, les gens qui étaient aux manettes du pouvoir et de l'enquête étaient ceux sur lesquels portait mon enquête. Mmh. Donc c'était extrêmement compliqué. Vous avez eu peur et vous pensiez que les 3 de la cour d'appel ont pu avoir peur? Très franchement, je pense pas. Je pense pas qu'il y ait eu de menaces, et cetera. Encore une fois, la collégialité quand même protège. On parle toujours du ou des présidents des chambres correctionnelles, mais il faut bien savoir qu'on est 3 à décider quand on est en correctionnel ou en cour d'appel correctionnel. Et il faut nécessairement la majorité de 2 ou le président a une voix Ah non, il qui faut la porte, majorité de 2. Moi, j'ai parlé avec des avocats qui étaient étonnés, parce que je présidais, la chambre de l'instruction, de leur dire que parfois, moi, président, j'étais mis en minorité. Donc il faut bien savoir que c'est une décision qui se mûrit à 3. Chacun, défend sa parole, chacun, lit et relit le jugement et donc c'est une décision qui est vraiment prise à 3. Mmh. Juste pour bien comprendre, puisqu'on est dans la mécanique, il y a un mystère là-dedans, je trouve, c'est que c'est le silence, c'est le fait que ça n'ait pas fuité. C'est-à-dire la décision est prise très tôt, corrigez-moi si je me trompe, mais les audiences se sont terminées en février. La décision a été prise relativement vite, Dans les dans la 15 jours, foulée, c'est disons, ça? oui. Pourquoi d'ailleurs, tout ce temps Bah, ensuite? parce qu'après, il faut le temps de De rédiger, hein. Une fois qu'on décide, c'est bien, mais après, il faut 6 mois? rédiger la décision qui, vous avez dit, elle prend 300 pages, cette décision. Ouais. Donc, il faut l'écrire. Donc, ça prend du temps. Après, il faut relire, il faut corriger, il faut supprimer des paragraphes, en rajouter, etc. Donc, c'est normal. Et puis, on peut changer d'avis. C'est-à-dire qu'on délibère. Et puis, finalement, en réfléchissant, on se dit, ben, finalement, il vaut mieux faire ça. Donc, on en reparle aux deux autres. Donc, c'est un mûrissement de décision qui est assez normal. Mais le fait que ça ne fuite pas, pour vous, Bah, c'est c'est plutôt bien. j'entends, mais vous l'expliquez comment? Aujourd'hui, à Bah, l'époque des parce réseaux que tout sociaux dont vous simplement, parlez, Parce que tout simplement, il n'y a pas d'avocat, on n'en parle pas au parquet, on garde ça à 3 et on n'en parle pas aux collègues. Donc, ça montre bien que c'est pas les juges, qui font fuiter les décisions, c'est, tous ceux qui sont autour d'eux, c'est-à-dire notamment le parquet et les avocats. comment on peut expliquer cet allègement? Vous avez employé différents termes de la peine. Est-ce que le fait que Marine Le Pen ait reconnu en partie ses torts, est déterminant? Bah, je pense pas qu'elle est reconnue d'après ce qu'elle a En dit partie? hier sur TF1, elle estime toujours qu'elle est Elle a innocente. concédé à l'audience un certain nombre Elle a de f Je pense qu'à la fin de concéder, mais c'était une stratégie en fait, plus un accès d'honnêteté et du coup, c'est vrai que sa déclaration d'hier, sème le doute, sur son attitude à l'audience. mmh Est-ce que c'était uniquement, une feinte, une stratégie ou est-ce que c'était vraiment sincère? Je laisse les auditeurs décider. Non, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait eu un changement de registre entre la première instance et la seconde instance. En première instance, on avait eu une position très stricte, droite dans ses bottes, hein, d'une certaine manière, de Marine Le Pen et des autres prévenus qui, en fait, non seulement niaient en bloc, mais n'hésitaient pas à s'insurger contre, encore une fois, cette émission de la justice dans la sphère politique. Et c'est quelque chose qu'on a vu changer au cours du second procès, où en fait, sans changer d'avis sur leur culpabilité, hein, ils se sont toujours défendus, et face à des preuves qui continuaient d'arriver, ils ont changé de ton. Et donc on a vu de manière peut-être plus discrète, non pas la reconnaissance, mais le fait de changer de discours par rapport à la politique. Et on l'a vu même en fait par rapport aux condamnations après le second tour. La grande critique du gouvernement des juges et du scandale que représenterait cette présence de la justice en politique a été un petit peu mise sous le boisseau. Elle n'a pas été absente, hein, mais elle était beaucoup moins importante. Et donc, les réactions particulièrement virulentes qui avaient eu lieu en première instance ont été passées, on va dire, mezza voce ensuite. Pourquoi mis sous le boisseau? Comment vous l'analysez?
Mon hypothèse, ce serait que c'est pas la peine, quand on cherche à obtenir la clémence d'un juge, de se lancer dans une grande diatribe contre un magistrat. Ça met pas dans les meilleures dispositions du monde. Elle l'avait Euh, pourtant fait, et beaucoup de responsables du RN l'avaient fait après le rendu de la première décision. et ça n'avait pas très bien marché. Oui. Après et avant. Et en fait, du Mm, coup, mm. ça avait commencé avant et ça ne les avait pas aidés. Si je peux faire un parallèle, c'est un peu la même chose que Eric Nicolas Alphen. Sarkozy. Ouais. En première Mm. instance, il était très virulent, notamment après le rendu de la décision contre les juges. Et en cour d'appel, il était effectivement beaucoup plus accommodant, si Profil je puis bas, dire. Voilà, par certains profil bas. côtés. Ouais. Et du coup, c'est un peu curieux parce qu'il y a cette croyance chez le justiciable que les juges vont être sensibles à un ton, à une éventuelle, un profil bas, une éventuelle politesse, Mais c'est pas le alors cas. alors que ce qui Mm. compte, c'est quand même ce qu'il y a dans le dossier. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont des éléments de charge ou de décharge, et les juges tiennent compte de ça. Bon, c'est évidemment que quelqu'un qui les insulte en permanence, ça va pas inciter les juges à une particulière clémence, mais néanmoins, une douceur non plus. Moi, je dis toujours que la qualité d'un juge, c'est la froideur. Et j'étonne les gens quand je dis ça, mais j'y tiens vraiment mordicus. On n'a pas à se laisser guider soit par l'antipathie, soit par la sympathie, soit par la douceur ou la violence. On est là parce qu'on a un dossier à juger qui contient des éléments de preuve et on doit comment dire, analyser ces éléments de preuve sans savoir si les gens sont gentils ou méchants. À ceci près quand même que la justice, si moi j'ai bien compris, est quand même censée s'assurer de la compréhension d'une peine, de l'adhésion du prévenu pour éviter la récidive et pour qu'elle fasse son œuvre. Et donc, si La compréhension, c'est la si façon un dont le jugement est prévenu, motivé. si un prévenu fait un peu profil bas, semble entendre que la justice passe et qu'il a fait une bêtise, Oui, mais ça peut aider, l'audience, non? c'est pas le temps du rendu du jugement. L'audience, c'est on entend les gens. Mm. Après, l'adhésion à la peine, elle va se faire ou pas quand on va lire la motivation du jugement ou de l'arrêt et être ou pas convaincu. C'est pas parce que, vous savez, les juges à l'audience, ils n'ont pas à faire la morale, ils ont à écouter, ils ont à poser des questions, et puis c'est après qu'ils vont rédiger. Vous demandiez tout à l'heure, qu'est-ce qui peut expliquer le temps passé? Le temps passé, c'est la façon la plus habile et la plus adroite et la plus intelligible de rédiger le jugement ou l'arrêt. Alors, la Cour de cassation, Étienne Ollion, qu'est-ce que vous comprenez, vous? Pourquoi se pourvoit-elle en cassation, finalement? Qu'est-ce Alors, qu'elle peut espérer? moi, je ne suis pas juriste et je parle devant un éminent juriste et sûrement avec des centaines de juristes qui m'écoutent. Mais enfin, ce que je pourrais dire ici, c'est que il me semble, et les avis semblent diverger aujourd'hui, mais il me semble que ce que fait Marine Le Pen, c'est qu'elle essaye d'acheter du temps. Puisque si l'appel est suspensif, ce qui va se passer, c'est que elle va être jugée. La Cour de cassation rendra un avis à partir du mois de décembre ou janvier, hein. C'est en effet ce qu'ils avaient annoncé. Et à partir de là, ce qui va se passer, c'est que le juge d'application des peines doit commencer à mettre en place la décision si jamais elle était condamnée. Si elle n'était pas condamnée, évidemment, on repousse le nouveau procès, hein, qui aurait lieu, lui. Ça reste une hypothèse? Ah oui, une cour de cassation peut en effet toujours casser un jugement de seconde instance. C'est tout à fait envisageable. Ça se voit, je ne connais pas les pourcentages, mais on est dans l'ordre de quelques dizaines de pourcents. Donc, Éric Alphen, ces avocats disent qu'ils veulent questionner notamment le détournement de fonds Hmm. publics. Alors, on va Ils ont peut-être une en chance parler parce d'avancer? qu'il faut un peu de temps, Mm, parce que la situation juridique, elle est quand même inédite et un peu compliquée. mm. Eux, effectivement, ils expliquent leur pourvoi en cassation, si tant est qu'ils viennent réellement, par l'analyse qu'ils font de l'article 432-15 sur le détournement de fonds publics, sur deux points. Un, ils disent que ça s'applique uniquement aux gens qui sont chargés d'une mission de service public, et donc ça ne s'appliquerait pas, selon eux, aux élus. Et Argument deuxièmement, recevable? moi je ne pense pas, parce qu'il y a de nombreux des parlementaires qui ont déjà été condamnés sur ce point-là. Et deuxième, qui est un peu plus compliqué, un peu plus inédit, ça se met dans le chapitre du Code sur les atteintes aux intérêts de la nation. Or, ils disent, en l'espèce, c'est des députés européens, donc on ne peut pas parler de nation. Donc ce texte serait franco-français et ne s'appliquerait pas au détournement hors frontières et dans l'Union européenne. Mm. Ça, à cette question de droit,
les juges d'instruction, la chambre de l'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'appel ont répondu non. Mais ils peuvent tenter, c'est tout à fait leur droit, ils peuvent tenter le coup devant la cour de cassation. Après, on viendra sur les problèmes juridiques posés par ça, parce que c'est compliqué sur l'exécution ou pas, notamment de la décision du tribunal avec l'exécution provisoire. Tiens, Lyon. Non, et juste pour terminer, en fait. Donc, à partir de là, si au mois de janvier, la Cour de cassation condamnait de nouveau, à partir de là, on aurait donc la mise en œuvre de la peine. Sauf que cette mise en œuvre, elle passe par un juge d'application des peines qui prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et qui donc, en fait, nous amènerait au milieu de la campagne présidentielle, voire même en avril, donc dans quelques semaines, à avoir, en fait, le bracelet électronique qui serait mis en place, etc. Et donc, en fait, je pense que l'hypothèse, je ne suis pas dans leur place, des avocats, c'est que c'est une manière de gagner du temps, de reculer pour pouvoir mener cette campagne de la meilleure manière qui soit. Mais même dans l'hypothèse où Marine Le Pen serait élue présidente de la République, tout s'arrête. Ça sursoit, en effet. Temps, voilà. Mais si elle est condamnée quelques jours, quelques semaines avant, ça s'envisage une présidente de la République qui entre à l'Élysée avec un bracelet électronique? Parce qu'elle serait sous bracelet électronique. Non, parce qu'il y a surtout la peine d'inéligibilité qui s'appliquerait. On va peut-être y revenir parce que ça demande des L'inéligibilité a été purgée. Non, elle n'a pas été purgée. L'inéligibilité, elle a été purgée avec la décision de la Cour d'appel, sauf que la décision de la Cour d'appel, pour l'instant, ne s'applique pas. Donc, on va peut-être y revenir parce que je vois le journal qui pointe son nez. Mais globalement, à partir du moment où le tribunal avait ordonné l'exécution provisoire et où l'arrêt de la Cour d'appel ne s'applique pas, il semble que la décision du tribunal continue à s'appliquer. Vous m'intriguez beaucoup et on va y revenir puisqu'il est 8h sur France Culture. Les matins d'été, Bérangère Bonte. Quelles conséquences sur la présidentielle? Dans quel état se trouve le RN et son électorat après 10 ans de procédure et de condamnation de Marine Le Pen? Et cette question, je vous la pose que posait Jean Lémarie. Les électeurs seront-ils juges, comme Marine Le Pen le sous-entend? Éric Alphen? Alors déjà, je voulais revenir sur ce que vient de dire Jean Lémarie en disant il n'y a pas d'inéligibilité, ça ne s'applique pas. Moi, je défends la thèse inverse. Alors, vous revenez tout de suite sur je vais essayer de décomposer là où on en avait un laissé peu. notre conversation. Déjà, ce qui est certain, c'est que le pourvoi en cassation en matière pénale est suspensif. Ce qui veut dire que l'arrêt de la Cour d'appel, pour l'instant, ne s'applique pas. On pourrait s'arrêter là, sauf que on en revient du coup à la décision du tribunal. Et le tribunal... De première instance. En première instance, pour ce qui est de l'inéligibilité, a assorti sa décision de l'exécution provisoire. Qu'est-ce que l'exécution provisoire? Ça veut dire que ça s'applique même s'il y a un appel. Et donc, on est, depuis la décision du tribunal de première instance, on est avec l'application immédiate de l'inéligibilité. C'est d'ailleurs pour ça que la Cour d'appel a noté dans son arrêt que l'inéligibilité de 15 mois avait déjà été purgée. Mais elle a été purgée, sauf que le tribunal avait non pas décidé 15 mois d'inéligibilité, mais 5 ans. Et donc, à partir du moment où l'arrêt de la Cour d'appel ne s'applique pas, pour moi et pour d'autres, cette décision de l'inéligibilité continue à s'appliquer. Et d'ailleurs, il y a un arrêt de la Cour de cassation de 1993 qui a dit que l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges s'est poursuivie compte tenu de l'effet suspensif du pourvoi. Alors, à cela, certains disent « oui, ça c'est bon, sauf pour les questions d'inéligibilité dans lesquelles ça ne s'applique pas. » Sauf que ça ne ressort quasiment de rien. Il faut bien comprendre qu'on est dans une situation juridique inédite et que donc il va appartenir d'une part à la Cour de cassation, mais également au Conseil constitutionnel de décider ce qu'il en est de cette inéligibilité. Donc, pour moi, contrairement à ce qui a été annoncé hier, c'est quand même, je fais une parenthèse, mais le jour même où une cour d'appel décide de la culpabilité, la personne va à la télé pour dire « je suis innocente ». C'est quand même un mépris total pour une décision de justice et ça fait peur quelque part. Elle utilise un pourvoi en cassation qui est parfaitement dans son droit, là, pour le coup. Oui, mais il n'empêche que la présomption d'innocence ne vaut plus.
à partir du moment où il y a une décision d'un tribunal, puis d'une cour d'appel, et donc sur le fond, il n'y a plus de décision à venir, il n'y a plus de présomption d'innocence, et on ne peut en tout cas pas dire, au mépris total et au fait que c'est quasiment, comment dire, se moquer des juges, de dire je suis innocente. Bon, on entend bien votre position à vous, qui est effectivement un peu dissonante par rapport à d'autres, mais elle s'entend quand vous l'expliquez comme telle. Elle n'a pas purgé toute Et la alors je peine finis là-dessus. d'inéligibilité, les 5 ans. Donc si la Je peine finis d'appel est là-dessus aussi. Il annulée, y a une thèse selon laquelle il y aurait juste un espèce de pourvoi en cassation partiel uniquement sur la question de la peine et pas sur la question de l'inéligibilité. Mais ça, c'est contre le droit. Le droit prévoit un pourvoi global ou pas de pourvoi du tout. Et en aucune façon, on peut choisir les termes sur lesquels s'appliquerait ou pas le pourvoi. Étienne Ollion. Oui, bah écoutez, c'est une espèce de mini-scoop juridique que vient de Totalement, révéler totalement. Eric À Alphen. 8h25 sur France Culture. Voilà, j'espère que les avocats de Marine Le Pen en avaient bien conscience, parce que, ou en tout cas qu'ils écoutent Eric Alphen ce matin, parce que ça pourrait assez profondément modifier la dynamique de la campagne. Moi, je ne me prononcerai pas là-dessus. Ce que je peux dire, c'est que, par rapport à la question de qu'est-ce que ça change à la manière dont va être menée la campagne, du point de vue des électeurs, je pense que ça ne changera pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que Marine Le Pen a, depuis très longtemps, une base solide, très solide. Tous les sondages le montrent, d'électeurs qui sont prêts à la suivre. Parce que ces questions de financement de la vie politique sans enrichissement, parfois bien pire, ne les affectent pas. On l'a vu par le passé. Je ne pense pas que ça va changer des choses. Et ça ne changerait pas non plus grand-chose parce que et Marine Le Pen et Jordan Bardella ont un soutien très fort. Donc c'est pas comme s'il y en avait un qui était beaucoup plus fort en termes de soutien dans l'électorat. En termes de parti, ce qu'on voit qui se dessine ici, c'est le fait que le parti des Le Pen, d'une certaine manière, reste chez les Le Pen, ou qu'en tout cas Marine Le Pen souhaite le conserver. Hein, souvenons-nous de ce parti, vous l'avez rappelé en introduction, 1972, repris en main par Marine Le Pen dans une transmission filiale en fait à la Tribune au Congrès de Tours en 2011, et Marine Le Pen qui a refait le parti à son image. Et donc à partir de là, Marine Le Pen continue de posséder et d'avancer avec son parti le plus loin possible. Donc les questions qui pourraient se poser ensuite, c'est évidemment les questions juridiques. Pose de bracelet à un moment ou pas, inéligibilité par le Conseil constitutionnel au moment du dépôt des candidatures ou pas. Là, je ne suis pas dans mon domaine de compétences. Les questions qui pourraient se poser aussi, c'est quelle aurait été la campagne qui aurait été menée par Jordan Bardella et par Marine Le Pen. Et là, on a à la fois beaucoup de proximité et des différences. La proximité, c'est qu'au fond, c'est le même socle programmatique. Ils l'ont affiché ce week-end à Liévin, ils le rappellent, etc. Avec de plus en plus de nuances quand même qu'on a tous pointées ces derniers mois. Voilà. Et donc, les nuances, les deux types de nuances. La première, c'est que sur la forme, faire une campagne, c'est un exercice qui est extrêmement difficile. Et même si Jordan Bardella se prépare, en fait, c'est quelque chose qui demande souvent d'avoir exercé cet exercice-là par le passé, ce qu'il n'a pas fait. Donc, de ce côté-là, peut-être Marine Le Pen serait-elle meilleure. Et puis, il y a une différence, et c'est ce que vous indiquiez, il y a une différence de ligne, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus Jordan Bardella infléchir la ligne pour se rapprocher de quelque chose qui a existé au sein du Front National, Rassemblement National dans les années, qui est cette idée qu'il faudrait aller se rapprocher des droites pour faire ce que lui appelle l'union des droites, qui en fait, si on le regarde sans ce langage-là, l'union des droites et des extrêmes droites. Et ça, Jordan Bardella, lui, l'appelait de ses voeux et avait fait une série inflexions économiques avec des signes vers la droite. Droite elle-même qui se rapprochait de plus en plus idéologiquement. Si vous prenez Bruno Retailleau qui, la semaine dernière, renonce au droit du sol, ou en tout cas indique qu'il pourrait le remettre en cause temporairement, c'est quand même une des grandes mesures de l'extrême droite française et du Rassemblement national. Marine Le Pen, elle est beaucoup plus sur une politique qui est celle d'un, historiquement, ni droite ni gauche, avec une forme de ce qu'on a pu appeler un national-populisme, en tout cas une idée qu'il faut aussi travailler, c'est comme ça qu'elle refait le parti dans les années 2010, il faut travailler autour de la défense des petites gens, il faut remettre à l'avant les services publics. Alors elle a changé depuis, mais elle a quand même plus cette idée-là, et donc ça peut envoyer dans deux directions de campagne assez différentes. Et donc, c'est deux possibilités qui se dessinent autrement.
Je veux juste qu'on revienne d'un mot, parce qu'on est passé un peu vite, mais sur la façon dont le lectorat RN accueille cette décision qui, pour l'instant, est soumise au pourvoi en cassation. Mais néanmoins, quand on réentend l'ennui pour le Rassemblement national, comme pour tous les politiques d'ailleurs, c'est que les archives ont de la mémoire. Écoutez ça. Il y a 142 élus en Île-de-France qui sont mis en examen. Tout le monde a piqué de l'argent dans la caisse, sauf le Front National. Et on trouve ça normal? Oh mais non, c'est pas très grave, à la limite. Les Français en ont marre, mais les Français en ont pas marre d'entendre parler des affaires. Ils en ont marre qu'il y ait des affaires. Ils en ont marre de voir des élus, je suis navré de vous le dire, qui détournent de l'argent. C'est scandaleux. Alors ça, c'était en 2004 sur France 2, émission Mots croisés, suite à la condamnation d'Alain Juppé au RPR. Et maintenant, 2013, c'est encore plus clair. Moi, j'ai entendu le président de la République dire « Oui, ce qu'il faudrait, c'est rendre inéligible la vie, ceux qui ont été condamnés. » Jusque-là, j'étais parfaitement d'accord, c'était dans mon projet présidentiel. Pour corruption et fraude fiscale. Ah bon? Et pourquoi pas le reste? Mais alors pourquoi pas pour favoritisme? Pourquoi pas pour détournement de fonds publics? Comment la crédibilité d'un parti qui s'est construit sur une rhétorique anti-système comme ça et critique des élites corrompues peut être préservée quand ces cadres font la même chose, Étienne Ollion? Vous auriez même pu citer en fait le grand slogan de campagne des années 1980 qui a poursuivi dans les années 90, qui était tête haute et main propre, qui était le slogan de Jean-Marie Le Pen au moment où Marine Le Pen rentre au Front National. Alors, je pense que ça ne pose pas énormément de problèmes. En tout cas, c'est pas ce que nous montrent les enquêtes, pour une simple raison qui est que une partie de l'électorat n'en a rien à faire. Une grande partie de l'électorat aussi n'était pas en âge de voter, voire même pas en âge d'écouter les segments que vous venez de passer. Mais là, ils viennent de les entendre. Ils viennent de les entendre, mais ils considèrent que ça fait partie d'un monde qui n'est plus exactement le même. Quand on fait des entretiens qualitatifs, moi j'en fais pas avec cette population-là, mais mes collègues le font, ils considèrent que c'est un autre monde et que ça n'est pas le problème. Là où je pense que ça pourrait poser un problème à Marine Le Pen, c'est que, et on l'a bien vu récemment, les partis politiques et les candidats opposés à elle, ses opposants vont lui rappeler en permanence. Et le PS a commencé à le faire hier en la qualifiant de délinquante. Donc c'est quelque chose qui lui sera rappelé en permanence et qui du coup va jouer certainement contre elle. Mais du point de vue de l'électorat, je ne pense pas que ça fera bouger la base très solide, remarquablement solide qu'elle avait réussi à constituer, parce qu'elle s'est posée comme le parti du changement. Elle est maintenant celle qui incarne l'outsider pour apporter du changement. Éric Alphen, vous voulez réagir? Non, mais c'est important cette question d'inéligibilité parce que ça fait des années que certains, dont moi, dans les différentes associations anticorruption, anticorp, puis maintenant assez anticorruption, dans lesquelles j'ai fait partie, ça fait longtemps qu'on demande l'inéligibilité à vie des hommes et des femmes politiques condamnés pour infraction à la probité, infraction financière, etc. Parce que c'est une idée qui est nouvelle et qui est, selon nous, importante pour redonner une certaine confiance, pour ne pas parler de foi, des citoyens pour la politique. En ce moment, effectivement, il n'y a plus aucune confiance dans la politique et c'est important de dire quiconque est condamné ne pourra plus jamais être candidat. Or, et c'est pour ça qu'à l'époque, sans doute, Marine Le Pen défendait elle aussi cette thèse. C'est extrêmement au-delà du Rassemblement national. C'est inquiétant de voir de plus en plus d'hommes et de femmes politiques, je parlais de Nicolas Sarkozy tout à l'heure, mais on peut y revenir, qui refusent finalement de faire confiance à la justice pour interdire au personnel politique d'être candidat à une élection, quelle qu'elle soit. Et je pense que c'est quelque chose de nouveau et de regrettable qui est en train d'arriver en ce moment, c'est-à-dire que on parlait de populisme, mais c'est vraiment du populisme. C'est-à-dire l'état de droit, c'est laisser à la justice son champ d'intervention. Et de plus en plus, on lui refuse ce champ d'intervention. Et on dit finalement, à chaque fois, c'est à l'électeur de décider. Et ce que décident les juges, c'est rien. Je trouve que c'est extrêmement inquiétant pour quiconque attache de l'importance à l'état de droit. Question de Jean Lémarie. Non, question que je me pose sur cet effet, effectivement, sur l'électorat, parce que c'est vrai, Étienne Ollion a raison de le rappeler à nouveau, la solidité du socle du Rassemblement national, sauf qu'encore une fois, le défi pour le Rassemblement national, que Marine Le Pen soit candidate ou que Jordan Bardella soit candidat, le défi, c'est d'élargir ce socle. Et là, la question, elle ne se pose pas tout à fait de la même façon. Parce que, vous le disiez effectivement, Étienne Ollion, les adversaires du RN ont commencé hier à attaquer extrêmement fort sur ce thème de la candidate délinquante. Et cette musique-là,
elle va rester. Et cette musique-là, le Rassemblement national, d'une manière ou d'une autre, devra y répondre pendant tous les prochains mois. Et même de manière encore plus élémentaire, il va baigner dans ce bain de l'imbroglio judiciaire qu'on évoque et sur lequel Eric Alphen nous apportait tout à l'heure quelques éléments. Est-ce que c'est la meilleure atmosphère pour faire campagne ? La question se pose évidemment. Est-ce qu'il y a un seul parti qui peut s'exonérer totalement de se dire qu'il n'est pas concerné du tout par les affaires politico-judiciaires dans des 50 dernières années? Eric Alphen et Étienne Ollion, je vous pose à tous les Malheureusement non, mais c'est justement ça qui est inquiétant. C'est que finalement, moi j'ai bien vu quand on faisait des réunions sur les associations anticorruption, etc., les gens ont tendance à croire que d'un côté on a les candidats honnêtes, mais ils sont plus ou moins incompétents. Et de l'autre côté, on a des gens compétents, mais ils sont malhonnêtes. Et finalement, peu importe qu'ils le soient. Je veux dire, on ne va pas reparler de Levallois, mais à l'époque, les gens préféraient avoir des caméras vidéo, de la propreté sur les trottoirs, etc., qu'un maire honnête. Et c'est ça qui est extrêmement inquiétant, c'est que cette idée selon laquelle il faut que le citoyen fasse attention à l'honnêteté avant de mettre son bulletin dans l'urne, cette idée, elle a extrêmement du mal à passer, et je dirais encore plus maintenant qu'auparavant. Et c'est ça qui est assez désolant, en fait. Jean Lémarie ? Très vite, un chiffre de mémoire à l'appui de ce qu'Eric Alphen vient de nous dire. Le dernier baromètre de la confiance politique du Cevipof de Sciences Po, pour 22% des sondés, et seulement 22% des sondés, les politiques sont plutôt honnêtes. Il y a une question qu'on n'a pas évoquée, c'est l'éventuelle jurisprudence qui pourrait pénaliser Jordan Bardella, puisque les assistants parlementaires ont été condamnés pour avoir été rémunérés en partie pour des activités militantes. Or, dans la motivation de la peine, la présidente dit clairement on ne peut pas avoir une activité militante quand on est élu ou quand on est assistant parlementaire, sauf en dehors de son temps de travail. À un moment, est-ce que l'activité... Il y a un doute, il y a un début. Je ne sais pas, mais de toute façon, ça ferait partie d'une éventuelle enquête judiciaire qui va mettre des années avant d'aboutir. Donc, je ne pense pas que ça va le gêner pour les années à venir. Pas demain matin, mais, voilà. mais de la même façon que les autres membres du RN. Effectivement, pendant des années, un bon nombre de partis politiques ont utilisé ce créneau-là pour se financer. C'est-à-dire que comme ils n'avaient pas l'argent pour payer les gens qui travaillaient au siège du parti ou pour le compte du parti, ils ont utilisé de l'argent qui venait des différentes assemblées dans lesquelles ces gens étaient assistants parlementaires. Cela étant, il y a eu quand même de nombreuses décisions depuis. Et je pense par exemple au MoDem, etc., même si François Bayrou a été, selon moi, étonnamment épargné. Mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il faut juste régler un petit peu le problème pour l'avenir. Mais je ne pense pas que Jordan Bardella, l'enquête encore une fois commence, ça va mettre des années avant d'aboutir. Pourquoi vous dites François Bayrou étonnamment épargné? Les montants n'étaient pas du tout les mêmes. Non, mais là, pour le coup, il y a un doute sur cette décision-là aussi. Ce n'est pas une question de montant, c'est une question de principe. Quand vous volez 5 euros ou quand vous volez 5 millions d'euros, vous êtes toujours voleur quand même. Et donc, à l'époque, la justice a estimé qu'il n'y avait pas d'éléments montrant que François Bayrou avait cautionné le système. Moi, je trouve quand même qu'à partir du moment où on sait comment sont financés les gens qui travaillent dans le parti, c'est un peu étonnant d'être taxé d'ignorance. Étienne Ollion, si Marine Le Pen était contrainte par une décision rapide de la Cour de cassation en janvier ou en février ou même en mars, de renoncer et de passer le flambeau à Jordan Bardella. Quelles seraient les chances de Jordan Bardella prenant une campagne comme ça à la volée pour quelques semaines? Ça, c'est bien difficile de répondre à une telle question. Ça pose toute une série de problématiques. J'imagine que du côté du droit de la vie politique, il y a la question des parrainages. Donc, il faudrait qu'ils attendent pour déposer les parrainages. Le RN n'a pas de problème pour avoir ses 500 parrainages. Donc, du coup, ça irait. Il y aurait une question de... Pardon, mais les parrainages accordés à Marine Le Pen ne seraient pas ils sont transposables. Il faut les ressolliciter. Mais il faudrait les refaire. Ça, c'est pas une difficulté, je pense. Il y aurait la question du financement de la vie politique. Là, je suis complètement hors de ma zone de confort. Mais il me semble que c'est sur le nom d'une personne, pas d'un parti, qu'on commence à mettre les crédits, et donc il y aurait une question de financement. Le financement jusqu'à janvier est très important, et puis se poserait ensuite évidemment la question de pouvoir, sans échauffement, si vous me passez l'expression, pouvoir se
lancée dans les 4 derniers mois d'une campagne, de la part de quelqu'un qui, même si les médias traînaient, même s'il fait beaucoup d'efforts pour essayer de se mettre au niveau, n'a jamais vraiment exercé de responsabilité politique et donc ce serait difficile à mon avis. Un mot sur les Éric parrainages. Alphen. Il y a quand même un délai pour déposer les parrainages. Et si l'arrêt de la Cour de cassation intervient juste après la survenue du délai, il sera plus temps de déposer des parrainages. Donc ça va effectivement, de toute façon, entraîner une situation extrêmement compliquée. Mais en fait, il faut bien comprendre qu'il y a des partis politiques qui jouent sur cette espèce de brouillard et de situation compliquée, parce que c'est la situation pour eux, c'est la solution pour eux pour émerger ou pour s'imposer. Il y a des partis qui sont entre guillemets républicains et qui ont besoin de clarté, et il y a des partis qui le sont moins et qui ont besoin de ce brouillard qui est en train de s'installer et qui est, selon moi, effrayant. En l'état, sans rentrer forcément dans les détails, Étienne Ollion, mais est-ce qu'on peut dire à qui profite, non pas le crime, mais cette condamnation en l'état et l'éventuel flou ensuite si elle était obligée de renoncer, Marine Le Pen? Non, ce serait beaucoup trop compliqué. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en effet, on vient de rajouter une sacrée dose de flou sur une campagne présidentielle qui ne brillait pas par la clarté de son ciel jusqu'à l'heure actuelle, parce que avec toutes les incertitudes juridiques qui sont en train d'être mises en place, parce qu'en fait, elles ont été décidées de la part de Marine Le Pen et du Rassemblement national, on se retrouve dans une situation qui est assez incertaine, encore un peu plus. Quand vous qui la connaissez bien, quand vous la voyez sur les affiches dont parlait Jean Lémarie, marchant quasiment sur l'eau, et aux 20h de TF1 hier, ragaillardi en apparence, est-ce que c'est qu'une apparence? Est-ce qu'elle est réellement... c'est aussi l'animal politique qui est en train de renaître pour de vrai? Oui, je pense que Marine Le Pen avait construit toute sa carrière autour de ces événements que sont les campagnes présidentielles et que donc elle est elle est ravie en fait de pouvoir se relancer. Mais c'est du bluff, il y a une part de bluff aussi, où Ah elle est, non, elle est pas atteinte du tout par cette bon, condamnation. elle est atteinte, mais alors s'il y a une chose que j'ai apprise en étudiant les responsables politiques, c'est que ils ont appris à se bâtir un cuir particulièrement dur et à saisir les petites opportunités pour réenchanter leur quotidien. Donc je pense que hier, elle a plutôt réenchanté son quotidien. Je rappelle le titre de votre livre, coécrit avec Michael Fossel, Étienne Ollion, Une étrange victoire, l'extrême droite contre la politique, c'est au seuil. Merci à vous et merci à Éric Alphen, magistrat honoraire. Merci d'avoir été là tous les deux et merci à Jean Lémarie.